Buongiorno a tutti, è un grandissimo piacere essere qui questa mattina. Continuerò nella lingua natale, una delle due lingue natali di Herman, l'altra il fiammingo, qualche difficoltà. Merci à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis d'être ici et nous sommes ravis de ce grand cadeau qu'Herman Van Rompuy nous a fait et nous fait aujourd'hui. C'est vraiment un cadeau. Nous sommes tous ravis de l'avoir ici pour nous, pour les étudiants de l'école de la Scuola di Politiche qu'on a fondée il y a un an et que grâce au support de beaucoup d'amis, Emma Bonino a participé à la sélection des 100 étudiants qui sont ici et qui sont les étudiants qui sont en train cette année de développer leurs cours. La fin de cette année va se dérouler à Bruxelles parce qu'on a décidé de faire les jours, la session finale 4 jours dans la capitale de l'Europe et dans la capitale de la Belgique, et je pense que ça a été aussi très important de le faire et de le confirmer après les attentats, parce que c'est un signe aussi de grande participation. Et nous sommes donc aujourd'hui, on entre dans la partie finale du parcours. Les 100 étudiants ont pu venir à Rome un jour entier par mois. Et ils ont participé à des leçons, des cours que 40 professeurs qui ont donné gratuitement leur temps. Et il y en a beaucoup ici, je remercie beaucoup d'entre eux, qui ont donné leur temps gratuitement pour aider les 100 étudiants dans leur parcours de découverte des politiques, policies. Parce que l'idée de cette école, comme je t'avais dit, est l'idée de parler des policies plutôt que de politics. Parce que les policies sont importantes, beaucoup plus de ce qu'on pense, et travailler sur les policies est une des choses auxquelles on doit s'y mettre de plus en plus. Donc aujourd'hui, c'est un moment important. Dès que j'avais demandé à Herman s'il était disponible à venir, il a tout de suite dit oui. On s'est vu à Sciences Po, à Paris, parce que Herman a accepté de tenir une série de conférences à l'automne à Sciences Po Paris. Et pendant ces conférences, on a eu la possibilité de parler de l'ancien beau temps qu'on a passé ensemble, et de la situation de l'Europe, de la situation de l'Italie. Et tout de suite, dès que je lui ai raconté cette aventure commune qu'on est en train de faire, il a tout de suite dit oui. Herman aujourd'hui donne des cours à l'université à Bruxelles et à Louvain, et beaucoup d'autres activités. Herman a reçu, il y a 2 ans, le prix Charlemagne. C'est le prix Charlemagne qu'aujourd'hui, dans un mois, si je ne me trompe pas, dans 2 semaines, les autorités européennes vont délivrer au pape François. Ici à Rome, ils vont venir Tusk, Juncker et Schulz, et ils vont donner le prix Charlemagne, le prix que Herman Van Rompuy a reçu il y a 2 ans à la fin de son mandat. Un mandat dans lequel Herman a travaillé avec beaucoup de gouvernements italiens et 3 chefs de gouvernement italiens. Mario Monti est ici et je le remercie beaucoup de sa présence, de tout ce qu'il a fait et du travail que vous avez fait ensemble pendant une période très compliquée de notre vie nationale et européenne. On imaginait que cette période était derrière nos épaules. Nous sommes ici, hélas, avec l'idée qu'on est encore dans les difficultés. On est encore dans la difficulté nationale et dans la difficulté européenne. La croissance qui est encore presque à 0, le
chômage qui ne baisse pas, les difficultés de notre pays qui sont évidentes et surtout la difficulté européenne qui est là. Et alors, en 2 mots, je introduis le sujet de notre rencontre et je te donne immédiatement la parole. Nous sommes tous très préoccupés pour la situation européenne. Nous sommes tous très préoccupés parce qu'on vit dans un moment où on a besoin de solutions européennes, on en a besoin non seulement du point de vue économique. La période que tu as vécue à la tête du Conseil européen a été une période dans laquelle l'Europe était surtout économie. L'économie, c'était le 95% des réunions du Conseil auxquelles Mario, moi-même et toi, on a participé. Et puis le 5% qui restait, c'était pour le reste des sujets. 2015 a été une année de rupture. Sécurité, migration sont devenus plus importants que l'économie. L'économie a été marginalisée par rapport à ces grands sujets qui sont les sujets de la vie des personnes, des communautés. Et on a commencé à voir que l'Europe est fondamentale et sans Europe, on n'a pas de solution ni aux problèmes de sécurité, ni aux problèmes de migration et de la mobilité des peuples. Et on voit qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution européenne. On vient d'un entretien avec Laura Boldrini, avec la présidente de la Chambre des députés. On vient de discuter une demi-heure des questions de migration surtout. Les difficultés, ce que l'Italie a cherché de faire, ce que l'Allemagne est en train de faire. Et cette année 2015 dans laquelle tout d'un coup, et ça c'est mon introduction à ton intervention, dans laquelle le mot solidarité est redevenu central dans la vie européenne. Ce mot solidarité qui avait été mis d'à côté, parce que ça donnait un peu l'idée de quelque chose de vieux, poussiéreux. Et maintenant, on a compris quand la France, après les attentats, a demandé solidarité. Quand l'Allemagne, après la première arrivée des réfugiés, a demandé solidarité. On a tous compris que quand nous tous, nous parlions de solidarité, ce n'était pas parce qu'on avait besoin d'un chèque. Le Conseil européen du juin 2012, que Mario Monti, Rajoy et Hollande ont interprété, et que tu te rappelles très bien, c'était le Conseil européen dans lequel l'Italie avait battu l'Allemagne 2-0 dans la nuit avec 2 buts de Balotelli. C'était le Conseil européen dans lequel le mot solidarité était devenu stratégie européenne en positif, l'idée de la croissance et tout ce qui était lié à tout ça. Maintenant, la solidarité redevient centrale, mais la difficulté est là. Je crois, e lo dico in italiano, che mai come in questo momento la fine dell'Europa e la fine dell'Unione Europea, per come l'abbiamo conosciuta, è una prospettiva purtroppo terribilmente all'ordine del giorno. Il Brexit da una parte, la crisi sulla incapacità di dare risposta ai migranti, la crisi sui versanti di sicurezza, la situazione economica. Noi siamo di fronte a una crisi europea che, mentre prima era legata a crisi di risultati, oggi non soltanto è legata a crisi di risultati, ma è legata a un fattore essenziale. On ne peut pas faire l'Europe contre les Européens. Et aujourd'hui, on parlait de Eurobaromètre, les peuples européens sont dans un mood contraire à la construction européenne dans trop de pays, dans beaucoup de pays. L'Italie est un de ceux. Et l'idée qu'on ne puisse plus faire de référendum en Europe, parce que sinon on les perd tous, le référendum du Pays-Bas, il y a quelques jours, sur l'accord avec l'Ukraine, est là à le démontrer, nous dit que, ou bien on change d'approche et on passe à l'attaque
sur la question de l'Europe et sur le fait que sans Europe, sans solutions européennes, nos vies seront des vies qui n'auront pas de protection, croissance, perspective positive. On va être dans des milieux de grandes difficultés. Et alors c'est pour ça que vous êtes jeune, vous avez 20 ans, vous serez les protagonistes de l'Italie et de l'Europe il y a un temps, on aurait dit dans 20 ans. Moi, je dis dans 3 ans. Vous serez les protagonistes de l'Europe et de l'Italie. Mais ce sujet, l'existence de solutions européennes, d'une perspective européenne, d'un rêve européen qui soit concret et qui soit en condition d'être par nos citoyens considéré comme le rêve, la solution à nos problèmes est évidemment là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le cadeau que tu nous fais est un cadeau si important que ça. C'est pour ça que je m'arrête tout de suite. On a tous hâte de t'écouter, d'écouter tes considérations qui viennent d'une grande expérience, la dernière en tant que président du Conseil européen, dans les 5 ans dans lesquels tu as été le premier président du Conseil européen, mais aussi dans ton passé. J'ai connu Herman Van Rompuy. On avait tous les deux plus de cheveux en tête. Je l'ai connu dans la ville la plus importante d'Europe, qui est la ville de Pise, naturellement. Je l'ai connu dans l'année 1990, dans un événement assez important. Moi, j'étais simplement l'organisateur de cet événement. Mais c'était le moment où 6 chefs de gouvernement européens, 6 primi ministri europei che erano Helmut Kohl, Martens per il Belgio, Santer per il Lussemburgo, Lubbers per l'Olanda e Andreotti per l'Italia, 5, si incontrarono a Pisa e discussero a Pisa di un tema così banale, cioè se accettare la riunificazione tedesca oppure no. E fu una riunione importante perché quei 5 leader, anzi i 4, dettero il via libera a Helmut Kohl e anche il primo ministro italiano superò la battuta che un tempo aveva fatto, che amiamo talmente la Germania che preferiamo averne 2, e quella battuta poi è rimasta nella storia, ma poi l'Italia ha dato il via libera. Dans cette occasion, Herman représentait son parti, il était très jeune, secrétaire général de son parti, président de son parti, et on s'est connus là. Et donc Herman a eu un long parcours dans son pays, pour l'Europe. Et donc aujourd'hui, on écoute la voix d'un des plus grands Européens. Et je suis vraiment content qu'il soit ici parce que sa voix est une des voix qui, aujourd'hui, peut dire des choses très importantes. Et c'est pour ça qu'on est tous très heureux de t'écouter. Merci d'être ici. Merci Enrico pour tes mots très très gentils. Effectivement, on s'est connus il y a très longtemps, du temps qu'on était jeunes et beaux. Maintenant, nous ne sommes plus jeunes, mais sommes toujours beaux. Je salue aussi la présence de Mario Monti, qui a été un très grand Premier ministre, comme toi d'ailleurs, et un excellent compagnon de route en plus. Et on a vécu effectivement ce grand conseil de juin 2012 qui a introduit le début de la fin de la crise de la zone euro. Je dis toujours que le gouvernement italien de ce temps, non seulement a sauvé l'Italie, elle a sauvé l'Europe. Elle a sauvé l'Europe parce qu'on ne pouvait pas avoir un débâcle italien sans que la zone euro tombe en miettes. Hein. Et donc c'était un moment important et pour l'Italie et pour la zone euro. Je salue aussi la ministre des Affaires étrangères du temps que j'étais président du Conseil, Emma Bonino. Je salue d'autres ministres, mesdames et messieurs, chers étudiants. Tu as fait cet exercice de raising expectations, hein, donc
là, il faut toujours être prudent parce qu'on ne peut que décevoir à la fin. Hein. Donc, moi, je suis toujours très prudent et je n'ai pas l'ambition de donner des solutions à tous les problèmes, mais je parlerai bien sûr de l'Europe d'hier, de l'Europe d'aujourd'hui et l'Europe de demain. L'Europe avec ses forces, parce qu'on oublie, et avec ses faiblesses, forces et faiblesses. On a tendance à trop souligner les faiblesses, et donc il faut qu'on dise aussi quels sont toujours les points forts. Je ferai en utilisant 7 points. C'est toujours un risque quand un orateur dit je vais parler en 7 points, parce qu'alors on fait le compte. Hein. Il est déjà au 5e point, il en reste 2. Hein. Donc 7 points que je vais résumer d'une façon assez sloganesque, pour ainsi dire, mais j'essaye de couvrir tous les grands sujets de l'actualité avec ces 7 points. D'abord, je parlerai effectivement de ce couple inséparable qu'est la responsabilité et la solidarité. Un couple inséparable. Et il est de mise non seulement dans la crise de la zone euro, où il était de mise, mais il est toujours, disons, très actuel quand on parle de la crise des réfugiés. Je parlerai de l'économie de marché éco-social, parce qu'on ne peut plus parler uniquement du social market economy, il y a une dimension en plus. Je parlerai de ce mot que j'ai retenu du cardinal Ratzinger d'antan. Il faut un équilibre entre l'idéalisme éthique et le réalisme politique. Ça semble très, très général, mais si on veut l'appliquer entre autres sur la crise des réfugiés, ça peut devenir extrêmement concret. Mon 4e point, ce sera One civilization, many cultures. Il y a une civilisation unique, je vais m'expliquer tout à l'heure, mais bien sûr, il peut y avoir plusieurs cultures, religions, convictions, langues et autres, mais qui gravitent autour d'une civilisation commune. Mon 5e point, ce sera l'Europe comme un espace, a space, et l'Europe comme a place, a home, that protects the Europeans. Tu as bien fait d'utiliser le mot protéger. C'est un mot clé et j'y reviendrai. Et l'Europe est considérée aujourd'hui beaucoup trop comme un space, un espace, et pas suffisamment comme un lieu, a place, a home. Mon 6e point, c'est assez cryptique. Si on ne s'occupe que de soi-même, et c'est un petit peu le cas avec notre vieille Europe, si on ne s'occupe que de soi-même et que si on n'a aucune vision sur la région ou même géopolitique, on peut se perdre. On peut se perdre. On peut se perdre soi-même. Et la 7e petit chapitre, c'est to keep the club together, garder le club ensemble. Bien sûr, je pense au Brexit, je pensais au Grexit et autres. Soyez rassurés, tous ces 7 points, je toucherai quelques points, je dirais même plus food for thought que d'avoir des solutions, présenter des solutions toutes prêtes. Alors, la responsabilité. La responsabilité pendant la crise de la zone euro, c'était bien sûr de rétablir certains équilibres. Et il fallait le faire. Il fallait le faire. Et sans effectivement approfondir le sujet, on a laissé traîner les choses avant 2007-2008, dans pas mal de pays. Grèce est l'exemple le plus clair. La Grèce, les économistes d'entre eux me comprendront encore davantage. La Grèce avait un déficit sur le compte courant des balances de paiement de 10% pendant 7-8 ans. Et on n'a rien fait. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Et je sais que certains ont tiré l'attention là-dessus à temps. Mais ça demande une correction, une adaptation, un adjustment, tôt ou tard. Et de plus qu'on
qu'on postpose le problème, de plus, le problème sera difficile à gérer. Moi, je viens d'un pays, et j'ai commencé ma carrière politique trop jeune, hein. Mais j'ai commencé ma carrière politique avec un pays qui avait un déficit budgétaire de 15% en 1981. Avec quelques amis, nous nous sommes révoltés. Nous avons publié contre notre propre parti des communiqués, on a fait des interviews, on a fait voter des résolutions, parce qu'on allait vers le gouffre. Et on attendait, et la facture a été d'autant amplifiée. Et donc on a laissé traîner les choses, et dans les pays, et même au niveau européen. C'est une dure responsabilité. Et maintenant, les gouvernements qui sont venus après 2008, 2009, ont dû rétablir la situation. Ils ont eu la tâche très dure de demander des efforts pour compenser, en fait, les erreurs du passé. Et il faut bien sûr le faire, et c'est toujours un grand défi. Quand on pratique un assainissement budgétaire, j'ai été ministre du budget pendant 6 ans. Il faut le faire d'une façon aussi juste, équitable que possible. Il faut répartir les charges sur toutes les couches de la population, et bien sûr, ceux qui ont les épaules les plus larges doivent aussi faire les efforts les plus importants. Ça, c'est surtout une responsabilité pour les États nationaux. Mais il n'y a pas de responsabilité sans solidarité. Et donc, pour les pays qui passaient un moment difficile, comme la Grèce, l'Irlande, le Portugal, dans une certaine mesure aussi l'Espagne, Chypre par après, il faut les aider. Il faut les aider pour qu'ils ne fassent pas faillite. Il faut les aider pendant une certaine période pour qu'ils puissent survivre et s'adapter. On l'a fait pas par des dons, on l'a fait par des emprunts. Mais il se fait, et la situation n'est pas encore tout à fait stabilisée, il se fait que tout le monde a été frustré dans cette période, et les créditeurs et les débiteurs. Les créditeurs parce qu'ils sentaient qu'ils étaient forcés à être solidaires, et les débiteurs parce qu'ils étaient forcés à prendre les responsabilités. Vous savez qu'il n'y a aucune valeur éthique quand on est obligé à faire quelque chose. La valeur éthique ne vient que si c'est volontaire, hein. Mais donc on est resté, disons, frustré de toute cette opération qui a sauvé la Grèce, et je crois, je reste confiant dans, disons, la fin de cet épisode grec, mais quand on voit la situation au Portugal, en Irlande, ils ont quitté le programme. Tous les problèmes ne sont pas résolus, mais la crise existentielle est derrière nous. Et donc c'est un grand effort qu'on a fait pendant 2 ans et demi. Il n'est pas terminé, mais en tout cas, on a évité le pire. Souvent en politique, vous savez, vous êtes une école, pas de politique, mais des politiques. En politique, éviter le pire, c'est déjà un grand achievement. Éviter le pire. Faire le bien, c'est encore autre chose. Mais éviter que le bâtiment, la construction s'écroule, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je reviendrai plus tard sur la croissance, mais je veux dire ceci. Il y a dans chaque grande opération, et le sauvetage de la crise de la zone euro était une, il y a 2 volets. Il y a le volet crisis management, gestion de crise. Mais il y a aussi l'autre volet, il faut tout faire pour que cette crise ne se reproduise plus à l'avenir. Ça nécessite des réformes. Des réformes dans les États membres et des réformes aussi au niveau européen. Et au niveau européen, il faut une vraie union économique et monétaire. Il faut une vraie union bancaire. Il faut une vraie union budgétaire. Il faut une vraie union économique, avec un pendant, bien sûr, aussi politique de ce qu'on appelle democratic accountability. On n'y est pas encore. On a fait de grands pas en avant pendant la crise,
de la zone euro, mais il faut continuer le travail. Le grand problème, et là je vous donne, vous êtes dans une école, je me répète, où je ne suis pas ici venu pour vous donner des leçons, hein, mais une des leçons c'est never waste a good crisis. Never waste a good crisis. Par après, quand on retourne au business as usual, la pression manque. Et à la vue, moi j'ai lancé un plan avec les 3 autres présidents, le président de la Commission, le président de la Banque centrale, président de l'Eurogroupe, un rapport sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Quand j'ai quitté, on a en fait on a reproduit un rapport avec les grandes idées de notre rapport, ce qu'on appelle le rapport des 5 présidents, parce que le président du Parlement y était joint. Eh bien, on n'a fait aucun progrès depuis 1 an et demi, 2 ans. Il manque apparemment cette pression. On n'agit que devant l'abîme, le dos au mur et le couteau sous la gorge. Ça, c'est pas uniquement en Europe que ça se fait. Ça se fait aussi en d'autres endroits. Mais ça se fait même dans le secteur privé. Donc on n'a pas le monopole d'être souvent too little and too late. Mais c'est une très mauvaise habitude. C'est une très mauvaise habitude parce qu'il faut aussi agir quand les temps sont meilleurs. Dans la crise des réfugiés, ça devient plus compliqué. Dans la crise des réfugiés, les États membres devaient prendre des responsabilités, c'est-à-dire appliquer la législation existante, appliquer, si possible, il y a des cas de force majeure, si possible la régulation de Dublin, appliquer les règles de la zone Schengen. Ça, c'est la responsabilité. La solidarité, c'est d'aider, et l'Italie est un des pays qu'il fallait aider. Il faut aider ceux qui reçoivent davantage de réfugiés que d'autres, la Grèce et l'Italie en l'occurrence. Il faut les aider, ne soit-ce que aussi pour libérer un petit peu d'autres pays qui ne reçoivent pas en premier lieu, mais en second lieu, c'est l'Allemagne. Il y avait un plan de la Commission, un plan approuvé par le Conseil des ministres des Affaires de l'Intérieur et de la Justice. En fait, on ne l'a pas appliqué, ça a été lettre morte. Et donc, dans la crise des réfugiés, ce couple inséparable entre responsabilité et solidarité a eu une vie très très dure. Et donc, en fait, pour venir à une solution et pour trouver une solution stable, on n'y est pas encore, il faut ces 2 composantes. La crise de la zone euro et la crise des réfugiés a plusieurs autres différences. Et une que je tiens à souligner, et c'est très curieux, la crise des réfugiés dans pas mal de pays, je viens d'un petit pays qui a aussi reçu 50 000 réfugiés de guerre, eh bien, c'est ressenti par la population comme un problème d'identité, souvent hors proportion, mais c'est ressenti comme une atteinte à leur identité, un danger qu'on ne pourra plus continuer la vie qu'on menait dans le temps, une crainte de minorisation, une crainte d'islamisation. Quand on demande en Belgique le nombre de musulmans, on vous dit 29%. La réalité est 6%. Donc il y a cette crainte d'identité qui rend la chose encore plus difficile à gérer que même une crise socio-économique. Moi, je viens d'un pays où l'identité est au cœur des choses. On est des spécialistes dans le problème d'identité, pour ainsi dire. Donc, je mesure, disons, l'aspect extrêmement délicat de la migration en général et d'une crise comme on l'a vécu en le 2e semestre et même encore aujourd'hui, 2015-2016. Dans cette crise aussi des réfugiés, il me manque autre chose. C'est qu'il y a le crisis management, et l'accord avec la Turquie est un élément de la crisis management.
pas le dernier, mais c'est un élément de crisis management. Mais il me manque aussi la vue à plus long terme, pour que cette crise ne pourrait plus se reproduire. Et le Parlement européen vient de voter des résolutions qui vont dans le même sens. Mais il n'y a pas de volonté politique dans l'Union européenne pour donner suite à ces recommandations. Il faut bien sûr pas moins d'Europe, mais plus d'Europe. Il faut des instruments communautaires pour surveiller nos frontières. Il faut une politique d'asile et de migration beaucoup plus commune qu'aujourd'hui. On a l'embryon de tout ça. Mais cette crise, ça devait être l'occasion pour aller plus loin. Donc il faut les deux volets. Il faut les deux volets dans chaque gestion de crise. Une différence, bien sûr, je viens d'évoquer le problème de l'identité, une différence avec la crise de la zone euro, pas une différence totale, mais quand même une différence, c'est on dépendait pendant la crise de la zone euro de tierces personnes ou des tierces en général. C'était dans le cas de la zone euro, les marchés financiers. On n'avait pas de contrôle là-dessus. On a subi à certains moments le diktat des marchés financiers. On les a, en fin de parcours, convaincus qu'on pouvait avoir confiance dans l'avenir de la zone euro. Mais ça a pris 2 ans. Dans la crise des réfugiés, on est très dépendant aussi de tierces. On est dépendant de la Turquie, parce que sans la Turquie, on ne peut pas surveiller les rives turques et protéger les îles grecques. On est dépendant d'un pays qui n'en est plus un, c'est-à-dire la Libye. On est dépendant du processus de paix à Genève. On est dépendant de ce qui se passe dans le monde arabe et sur le terrain en Syrie, parce qu'il n'y a pas de solution durable sans qu'il y ait un rétablissement de la paix. Et même s'il y a aujourd'hui quelques raisons d'espérer plus que dans le passé, ça reste extrêmement, extrêmement fragile. Et donc ce couple responsabilité et solidarité est essentiel pour trouver des solutions à court terme, crisis management, et pour trouver des solutions à long terme. Deuxième petit chapitre, c'est l'économie de marché éco-sociale. On a un problème de croissance dans l'Union européenne. On a un problème de croissance aussi structurel. Certains parlent maintenant du secular stagnation, de la stagnation séculaire, parce que l'épargne est beaucoup plus importante que l'investissement. L'épargne est beaucoup plus importante parce qu'il y a incertitude sur l'avenir, parce qu'il y a un déclin démographique, une population vieillissante épargne plus qu'une jeune population. C'est bien connu, les jeunes empruntent, les plus âgés épargnent. Et donc, la différence, le gap, le savings, l'investment deficit est à l'origine de cette idée de secular stagnation. Bien sûr, il faut promouvoir l'investissement, mais pour l'investissement, il faut de la demande intérieure, et pour l'investissement, il faut aussi des perspectives de rentabilité, de profitabilité. Il faut des innovations, il faut un espoir, il faut un avenir. Et l'Europe souffre en fait depuis tout un temps d'un déclin de croissance et de productivité. Notre productivité, il y a 20 ans, était de 2% par an. Il y a 10 ans, de 1,5%. Pendant la période 2007-2014, 0,2%. 0,2%. Ce n'est pas un problème uniquement pour l'Union européenne, c'est un problème en fait pour tous les pays avancés, aussi les États-Unis, un problème de productivité. C'est aussi un problème pour l'Italie, c'est bien connu. Mais ce n'est pas un problème, disons, typiquement italien, c'est un problème pour toute l'Union européenne. Donc il faut augmenter d'une façon structurelle notre croissance économique
pour avoir de l'emploi et pour avoir une base financière pour notre système de sécurité sociale. La croissance a augmenté. Elle est maintenant en moyenne de 1,5. Mais ces 0,5% viennent de la baisse du prix du pétrole et du gaz, ce qu'on appelle en anglais le tailwinds, et de la dépréciation de l'euro, ce qui est une politique voulue, qui n'est pas un cadeau, une politique voulue par la Banque centrale européenne. Mais on profite de ces deux éléments-là. Mais si on regarde la croissance pure, eh bien, ce n'est que 1%. Ben, c'est beaucoup, c'est pas suffisant, ni pour l'emploi, ni pour assainir les finances publiques, ni pour avoir, comme je viens de dire, une base stable pour notre système de sécurité sociale. Donc il faut, et par la demande, et par l'offre, augmenter cette croissance économique. Et Dieu sait, et Mario et Enrico se sont battus pour cela, et du côté de la demande et du côté de l'offre. L'offre, c'est surtout au plan national qu'il faut le faire pour que cette croissance augmente. Il y a des résultats, mais pas encore suffisants. Mais sur le plan européen, parce qu'on parle toujours des réformes structurelles au niveau des États-nations, mais aussi sur le plan national, sur le plan européen, on a le plus grand marché intérieur du monde, the biggest single market in the world. Et Mario Monti a écrit des rapports là-dessus. Il est en quelque sorte l'apôtre du single market. Mais ce n'est pas uniquement la libre circulation des biens, des services, des personnes, des travailleurs. Il s'agit de plus en plus aussi d'une politique industrielle où on utilise les effets d'échelle. On a besoin d'une union énergétique, on a besoin d'une union numérique, de Digital Union. On a besoin, et on a des résultats entre autres, on a besoin d'une zone de recherche et de développement unique. C'est pour ça on s'est mis d'accord dans le cadre du budget européen que j'ai fait aussi avec Mario. Eh bien, on s'est mis d'accord sur le plus grand programme scientifique au monde. C'est 75 milliards d'euros, 75 milliards d'euros en 7 ans. Et ça crée aussi cette union de recherche et de développement. Il faut aussi utiliser notre capacité de conclure des accords commerciaux avec tous les grands acteurs du monde. On est en train de négocier avec le Japon, on est en train de négocier avec les Américains. Je sais que c'est contesté, mais il faut bien négocier. Mais je crois qu'il y a des possibilités d'avoir un accord équitable. Mais l'ouverture au monde est une source de croissance. L'ouverture. Et on doit saisir cette occasion unique avec les Américains, avec les États-Unis, de se mettre d'accord sur des standards et des régulations que le reste du monde devra suivre. Mais ici aussi, il faut de la volonté politique. Le temps des champions nationaux dans différents secteurs est révolu. Il faut des champions européens, mais il faut abandonner souvent des positions acquises. Donc là aussi, c'est un grand défi. On fait des progrès, et dans l'union énergétique, et dans l'union numérique, et dans d'autres domaines, on fait des progrès, mais pas suffisamment. Le social devient un grand sujet. C'est un grand sujet, figurez-vous, dans les élections américaines. Quand on voit que Bernie Sanders, avec un programme invraisemblable pour les États-Unis, fait des malheurs au Parti démocrate. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un taux de chômage dont nous tous pouvons rêver, 5%. Ce qu'on appelle chez nous le plein emploi, full employment. Et il y a une malaise énorme dans la société. Il y a une cassure dans la société avec le plein emploi. Souvenez-vous du mot de Bill Clinton, it's the economy, stupid. It's not longer only the economy. It's not only. Et son épouse est confrontée avec cette réalité. Donc il y a un malaise profond parce qu'on voit qu'en fait les résultats de la croissance économique ne vont pas aux masses, pour ainsi dire.
la part relative des salaires diminue depuis 10 ans, 20 ans aux États-Unis. Et ça se sent. Les inégalités s'accroissent beaucoup plus qu'en Europe, beaucoup plus qu'en Europe. Mais donc il y a aussi en Europe ce sentiment qu'il y a une inégalité croissante. Et par le chômage, bien sûr, certains des middle classes perdent leur boulot, et c'est un débat au Royaume-Uni, c'est un débat aux Pays-Bas, ça devient un débat en Belgique aussi, et perdent leur position aussi due à la révolution numérique. Il y a bien sûr la globalisation, avec des pratiques commerciales douteuses de certains grands acteurs mondiaux. Il y a ça. Et dans le blue-collar workers et le white-collar workers, il y a un malaise par rapport à la distribution des revenus, même si la situation sur le marché du travail, comme je viens de le dire en Amérique, est difficile. Donc il faut en Europe aussi s'attaquer, et au niveau des États membres et au niveau de l'Européen, à ce problème fondamental de société. Bien sûr, ça devient très visible quand il y a le LuxLeaks ou quand il y a le scandale au Panama. Hein? Là, ça devient très visible. Mais ici aussi, il n'y a qu'une solution européenne. L'Italie, la Belgique ne peuvent pas donner une solution à la fraude et l'évasion fiscale internationale. C'est à peine que l'Europe peut le faire. Il faut un niveau européen, il faut un niveau international. Tous ceux qui critiquent les inégalités devraient être des grands Européens, parce que pour certaines questions extrêmement délicates et très, très sensibles dans l'opinion publique, à juste titre d'ailleurs, eh bien, on n'a pas les moyens au niveau national. Il y a l'aspect écologique. Je suis toujours fier que mon tout dernier Conseil européen, c'était sur le climat. Certains, mais la plupart d'entre vous sont trop jeunes, ils se souviennent du sommet climatique de Copenhague en 2009, où on faisait un accord sans l'Europe. Maintenant, l'Europe était à Paris, on a parlé avec une voix, on avait une position commune, il y avait une position ambitieuse. Vous savez, on dit toujours la politique ne tient pas parole. Eh bien, sur la diminution des gaz à effet de serre, non seulement on a tenu parole, on a fait mieux. Au lieu de faire moins 20% en 2020, on fera moins 23, moins 24. Et c'est pour ça qu'on peut être ambitieux pour 2030. Et donc, il y a cette position unique qu'on a fait. Ça a demandé des mois de négociations, aussi avec nos amis du Visegrad, où le charbon est toujours très important. Mais ça valait la peine, parce que c'est non seulement un grand débat, il s'agit de la survie de la race humaine. Si les choses restent en état tel qu'ils sont aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus de survie possible pour la race humaine. C'est si simple que ça, c'est si dramatique que cela. Et donc, moi, je voulais terminer en beauté au Conseil européen et avoir cette position commune sur le climat. Et je suis ravi qu'à Paris, bien sûr, on a été le leader de 80 ou de 90 pays qui nous ont suivis. Et sous la présidence française, on a réussi à faire un grand accord historique. Bien sûr, il faut l'exécuter, mais il y a de fortes chances. Les Chinois sont déterminés parce qu'il s'agit aussi de leur survie, et espérons que le président américain prochain sera aussi déterminé que le président Obama. Mon troisième point, c'est l'idéalisme éthique et le réalisme politique. Souvenez-vous, au début de la crise des réfugiés, il y avait un grand mouvement de générosité et de solidarité. Même en Autriche. En Allemagne, aussi dans mon pays. Je ne sais pas ce qui s'est passé en Italie, mais un grand mouvement de solidarité et de générosité par rapport à ces malheureux qui ont fui la guerre et ont fui le terrorisme. Mais ça a changé très rapidement. Après quelques semaines, on a été battu par le nombre.
pas le nombre. On peut être solidaire apparemment pour quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers, mais 1 million, c'était beaucoup. Et en plus, il s'était concentré pratiquement dans quelques pays. Et donc, après l'idéalisme éthique est venu très vite le réalisme politique. Très vite, je dirais même trop vite. Mais ça, c'est un autre débat. Et on a tendance à oublier l'aspect humain. Quand je vois les gens qui sont bloqués en Grèce, qui seront bloqués aussi dans d'autres pays, ça me fait mal au cœur. Mal au cœur. Et on oublie notre propre passé. Et j'en parle souvent quand je suis en Belgique et je parle une fois par jour. Mais je vais le répéter ici quand même. Ma mère et ma grand-mère, en mai 1940, sont sautés sur leur vélo, en laissant tout. Ils n'avaient rien. Une ferme avec 2 vaches. En laissant tout pour s'enfuir en France. La guerre, pour nous, s'est terminée après 18 jours. Le roi a capitulé. Je sais que vous avez eu une autre histoire. Mais la guerre, pour nous, c'était la capitulation. Ils ont pu retourner. Si le roi n'avait pas capitulé, il serait là pendant des mois, pendant des années. Et most likely, I wouldn't be here. Donc, on sait ce que c'est, les réfugiés. On sait ce que c'est. Et si on a, il y a dans l'Ancien Testament un mot, un peuple sans vision est un peuple perdu. Un peuple sans mémoire est aussi un peuple perdu. Bien sûr, il y a maintenant le chapitre du réalisme, et on doit trouver des accords avec des gens qu'on n'aime pas toujours. Et c'est pas cas par cas, et la solution n'est pas encore trouvée. Il y a, avec l'accord avec la Turquie, on peut avoir beaucoup d'arrière-pensée, j'en ai aussi. Mais en tout cas, un des objectifs, on est en train de l'atteindre, en tout cas dans cette partie-là de l'Europe et cette partie-là de la Méditerranée. Mais il se peut que le problème est déplacé, pas dans son entièreté, mais est déplacé. Et donc, je suis tout à fait conscient, et la conversation qu'on a eue ensemble avec la présidente du Sénat m'a encore renforcé dans cette idée qu'on a trouvé une solution pour un aspect, mais il y a d'autres aspects qui attendent toujours. Je me fais moi-même beaucoup de reproches pendant mon mandat. Je le dis aussi ouvertement dans mon propre pays, mais je tiens à le dire aujourd'hui. On a fait aussi des erreurs. Moi, j'étais président du Conseil européen quand on a décidé l'opération en Libye. Je ne sais pas si on a bien fait. Et le président Obama l'a dit ouvertement. On était très bien intentionnés. On a voulu éviter le carnage à Benghazi. On doutait que Kadhafi ferait pareil que ce qu'on a fait à Srebrenica en 1995. Donc on voulait éviter tout ça à tout prix. Il se peut qu'on aurait dû s'arrêter après cela. Je ne le sais pas. Mais quand je vois l'état dans lequel la Libye se trouve maintenant, un foyer aussi du terrorisme en Afrique du Nord, on se pose beaucoup de questions. Ça a été décidé par le Conseil européen. Certains avec enthousiasme, certains avec réticence. Mais ça a été décidé à l'unanimité. Il y a aussi la diminution beaucoup d'entre nous ont fait de l'aide humanitaire au camp des réfugiés en Jordanie, en Turquie et au Liban. Et ces pauvres gens qui n'avaient plus de perspective de paix, les enfants ne pouvant pas aller à l'école pendant 4 ans, ils avaient maintenant la perspective d'avoir un manque de nourriture. Le World Food Programme a lancé des cris d'alarme. Et selon beaucoup d'analystes, cette situation de possibilité de pénurie d'alimentation, de vivres,
a été le déclenchement de l'exodus. Donc on a notre part de responsabilité. Je me fais aussi de certains reproches. La grande opération que Enrico a lancée, le Mare Nostrum, et qu'on a arrêté à un moment donné. Eh bien, c'est les Européens qui devraient avoir fait le relais. Si l'Italie demandait de la solidarité, il fallait aider l'Italie, il fallait se montrer solidaire. J'ai fait mon possible, mais il n'y avait pas de soutien. Il n'y avait pas de soutien. Il fallait attendre l'accident qui s'est fait au printemps pour que on aide vraiment la marine italienne qui a fait d'antan un travail énorme et qui le fait d'ailleurs aujourd'hui à nouveau. Et il faut donc tirer les leçons de nos erreurs, parce qu'on a fait aussi des erreurs, mais il faut tirer Je ne suis pas certain qu'on tire toujours toutes les leçons, mais je tiens à le dire ici qu'il faut tirer des leçons de nos erreurs. Il faut aussi penser plus loin. Vous savez, l'Afrique n'est pas loin. L'Afrique a maintenant 1 milliard d'habitants. Il y aura 2 milliards en 2050. Si rien ne change, ils seront avec 4 milliards vers la fin du siècle. Moi, je ne verrai pas la fin du siècle. Vous le verrez. Moi, je ne le verrai pas. Mais il se peut que ce soit avec 4 milliards. Bien sûr, avec un potentiel d'immigration énorme, énorme. Avec les changements climatiques qui se font en Afrique, c'est un danger réel. Et donc, avoir une attitude d'assainissement budgétaire et de fermer les robinets pour l'aide au développement, ce n'est même pas humain, c'est pas uniquement pas humain, ça va même à l'encontre de nos intérêts. De nos intérêts, c'est si simple que ça. Donc il faut une vision plus géopolitique, plus régionale pour ainsi dire, du côté de l'Union européenne. On vient d'avoir une grande conférence à Malte avec les chefs d'État africains. Mais si le seul message est arrêter les réfugiés, là, ça ne fera pas l'affaire. Ça ne fera pas l'affaire. Donc il faut une vision d'ensemble. Mesdames et messieurs, je vais aller plus vite, mais il y a aussi ce quatrième point, One Civilization, Many Cultures. Et ça devient aussi après le terrorisme et après la crise des réfugiés, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Mais ça devient plus actuel même que dans le passé. Nous avons une civilisation basée sur des valeurs publiques. La démocratie politique, l'état de droit, l'égalité entre hommes et femmes, la non-discrimination, la séparation de la religion et de l'Église, les libertés fondamentales. Ça, c'est le corps de notre civilisation. Il n'y a pas de compromis possible là-dessus. Ça, c'est en shared values. C'est sur cela que l'Union européenne est construite. We are a union of values. On a de temps en temps tendance à l'oublier. Mais autour de ce noyau dur de valeurs, il peut y avoir beaucoup de religions, de cultures, de convictions, de langues. Il peut y avoir une très grande diversité, pour autant qu'on accepte ces valeurs fondamentales. Et là, c'est un modèle qui n'est pas unique, mais qu'on peut aussi donner le qualificatif modèle européen. Et là, ça devient, je dirais, à la lumière des crises qu'on a vécues ces derniers mois, ça devient de plus en plus actuel. Bien sûr, il n'y a aucune incompatibilité entre l'islam et la démocratie. Voyez ce qui se passe en Indonésie. C'est un pays islamique et c'est une vraie démocratie depuis une vingtaine d'années. Il ne doit pas y avoir d'incompatibilité. Et donc, ce ne sont pas quelques minorités minoritaires qui doivent nous empêcher de le croire. Il faut être ferme sur nos principes, mais ouvert sur tout le reste. Nous devons
être des hommes et des femmes de dialogue, de respect, d'ouverture, de modération. Il faut la révolution, comme disait mon père, la révolution des modérés. Seulement, je lui ai répliqué, c'est propre aux modérés de ne jamais révolutionner. Donc, sinon, on n'est plus un modéré. Mais il faut de modération, de dialogue, parce que la démocratie, ce n'est pas uniquement voter, ce n'est pas uniquement un référendum. Oui et non. La démocratie, ça c'est quelque chose de vivant. Ce sont des corps intermédiaires, c'est le débat, c'est la discussion, c'est la société civile, c'est le dialogue interconvictionnel, c'est le dialogue interreligieux, c'est la concertation sociale. Ça c'est la démocratie. Ça c'est la démocratie. Si la démocratie n'est qu'un vote, eh bien ça devient très dangereux. Sinon, ce n'est pas un corps vivant. Et on doit le faire davantage dans une civilisation qui est marquée par beaucoup d'individualisation. Moi, je ne suis pas un pessimiste culturel, mais il faut voir clair. Il y a beaucoup de capital social et familial qui s'est perdu. Et le monde ne se fera plus comme avant, et ce n'est même pas nécessaire. Mais il ne faut pas avoir une société où il y a entre l'individu et les pouvoirs publics où il n'y a rien. Non, il faut que ça soit rempli. Et alors on a une société vivante, on a une démocratie vivante. Mesdames et messieurs, l'Europe est un espace. Free movement. Selon certains, il y a même trop de free movement. Mais l'Europe n'est pas suffisamment un home qui protège contre le chômage, contre la crise, contre la spéculation financière, contre l'immigration incontrôlée, contre la fraude et l'évasion fiscale internationale, contre le dumping social, contre des pratiques commerciales qui ne sont pas justifiées ou justiciables. L'impression de beaucoup d'Européens, et c'est un grand défi pour les leaders actuels, un des grands problèmes, c'est que les citoyens et les citoyennes ne se sentent pas suffisamment protégés. Et chaque pouvoir public doit donner des occasions, des chances de se développer, opportunities. Ça, c'est le space. Mais il doit aussi protéger ceux qui doivent être protégés, sans tomber dans le piège du protectionnisme. Et cet aspect-là des choses n'est pas suffisamment assumé dans la perception de beaucoup d'Européens et d'Européennes quand on parle de l'Europe. Et donc c'est un grand thème. Et on n'assiste pas à tout ça les bras croisés. On travaille, mais ce n'est pas ressenti comme tel. Un sixième point, vous savez, j'approche la fin. Mon sixième point, c'est que, et je l'ai déjà touché, j'ai déjà effleuré le sujet, c'est que si l'Europe ne s'occupe que d'elle-même, eh bien, elle se perd. Figurez-vous, maintenant, avec hindsight, comme on dit, ça devient curieux. Certains ont cru que ces 4 millions de réfugiés de guerre en Libye, au Liban, en Jordanie et en Turquie, ils resteraient pour toujours, qu'ils ne quitteraient jamais leur pays. On le souhaitait tellement qu'on croyait nos propres illusions, nos propres mensonges. L'Europe, ça se terminait pour nous de ce côté-ci de la Méditerranée. Et ce n'était plus notre mare nostrum, pour employer ce mot, parce que l'autre côté, c'était plus à nous. Mais nos sorts sont liés. C'est notre voisinage. On s'est rendu compte un petit peu avec le problème ukrainien. Ça, c'est notre voisinage oriental. Il y a 9000 gens qui sont morts déjà, totalement inutilement. Mais là, il y a des centaines de morts déjà. Et ça ne nous concerne pas. Donc, on doit avoir davantage une vue régionale. Si on n'a pas un acteur régional, on ne peut pas être un acteur global. Et ça me fait du mal au cœur quand je vois qu'à Genève, on discute de la Syrie avec toutes les retombées
et ce sont nous les premières victimes, pour ainsi dire. Mais c'est un accord entre Lavrov et Kerry. Ça ne va pas. Et je connais les efforts faits par la haute représentante qui est italienne et qui fait du bon travail. Mais ce genre de démarche aussi, ce n'est pas uniquement au niveau des ministres que ça doit se faire. C'est la responsabilité des chefs d'État et de gouvernement. La politique extérieure, quand il s'agit de guerre et de paix, de vie et de mort, alors c'est la responsabilité des chefs. Les Allemands diraient Chefsache. Et donc il faut davantage de conscience géopolitique. Et ça commence avec la région. Et notre région, c'est le nord de l'Afrique. Notre région, c'est le Moyen-Orient. On ne peut pas être absent. Et on doit aussi tirer la conclusion de la crise actuelle. Pourquoi est-ce que les Américains et les Russes sont là? Parce qu'ils ont des capacités de défense qu'on n'a pas comme Européens. Et quand moi j'étais président du Conseil européen, j'ai tenu un conseil en décembre 2013 sur la défense européenne. C'est un beau résumé de ce qu'on a fait et il y avait des initiatives intéressantes, mais surtout économiques. Comment travailler ensemble au niveau industriel pour faire des économies aussi. Puisque nos budgets européens de défense sont si bas, il faut du pooling and sharing. Il faut davantage travailler au niveau européen, coopérer sur le plan économique, alors disons le coût tomberait de nos équipements militaires. Mais au moment où les Américains se retirent de plus en plus, leading from behind, that means not leading at all. Au moment où les Américains se retirent de plus en plus, et à certains moments, j'étais partisan qu'ils se retirent. C'était en fait une bonne chose. Mais même des endroits où on voulait qu'ils soient plus actifs. On doit prendre nos responsabilités. On doit prendre nos responsabilités. Ceux qui sont pour une défense européenne doivent d'abord augmenter le niveau de la défense de leurs États membres, de leur propre. Sinon, on n'aura pas les moyens de se substituer à certaines initiatives de l'OTAN et de l'aide des Américains. Donc il faut davantage prendre notre sort en main. Nous devons rester des partenaires loyaux au sein de l'OTAN. Nous avons de bonnes relations avec les États-Unis, mais il faut prendre aussi nos propres responsabilités pour être un acteur relevant. Mon 7e point sera le plus bref, quoiqu'il est très important. L'Union européenne est une initiative qui a du succès. On est parti avec 6, on est maintenant avec 28. On était parti avec 150 millions, on est maintenant avec 500 millions. Et donc on est dans l'image du monde, malgré tous les problèmes qu'on a, we are an expanding club. Maintenant, il y a le risque qu'on sera un shrinking club. Le pays avec le plus grand nombre d'habitants, d'ici 20 ans, ce sera le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni aura 80 millions d'habitants, plus que la France, plus que l'Allemagne. Et ces pays-là pourraient nous quitter. Même si le Royaume-Uni n'est pas membre de la zone euro, n'est pas membre de la zone Schengen, ne participe pas à la politique d'asile et de migration, ne participe pas à certains chapitres sociaux, ça reste un pays important de l'Union européenne. Perdre le Royaume-Uni, ce sera une amputation pour l'Union. Ce sera une catastrophe pour la Grande-Bretagne, mais une amputation aussi pour l'Europe. En plus, s'il y aura des mouvements séparatistes et d'indépendance au Royaume-Uni, ce sera un fâcheux précédent pour certains autres en Europe. Donc ça pose énormément de problèmes. La Grande-Bretagne a été partie prenante, sans jamais être agressif, mais a été partie prenante de toutes nos guerres. Elle doit rester notre partenaire dans ce grand projet de paix
qu'est toujours l'Union européenne. On a fait tout, mais le sort de la Grande-Bretagne est dans ses propres mains, bien sûr. Mais je parle du deuxième exit, c'est le Grexit. On a fait tout ensemble pour garder la Grèce dans la zone euro. Même si ça a demandé des efforts surhumains et du peuple grec, et ça a demandé aussi des efforts des autres États membres. Je crois que maintenant on est à pratiquement 300 milliards d'euros en aide à la Grèce, beaucoup plus que leur produit intérieur brut. Mais pour nous c'était important, non seulement pour des raisons économiques, là aussi, entre 2012 et 2013, c'était crucial que la Grèce reste, sinon d'autres pourraient quitter aussi. Maintenant, le danger est beaucoup moins grand de l'effet domino. Mais pour des raisons politiques, il est extrêmement important que le club reste together, que le club reste ensemble. L'Union européenne, c'est une grande aventure. C'est une grande aventure historique. Ce n'est pas un café où on sort et on quitte. Hein. Non, c'est un voyage qu'on doit faire ensemble. J'en termine. Bien sûr, il y a toujours ce rêve de l'Europe de fondateur, dont Alcide de Gasperi est un des grands hommes. Mais on vit dans un autre monde. En Belgique, on a tendance à dire la Belgique de papa est morte. L'Europe de papa est morte. Donc il faut retrouver d'autres objectifs, de nouveaux objectifs, de se former de nouvelles convictions, même formuler de nouveaux rêves. Ce qu'on ne doit pas faire systématiquement, c'est de faire des reproches à Bruxelles. Parce qu'alors, on mine encore davantage l'Union européenne. Bien sûr, il y a des critiques, et j'en ai formulé quelques-unes. Mais il ne faut pas oublier que chaque décision européenne, pratiquement chaque décision, a été une décision à l'unanimité. À l'unanimité. Et toutes les grandes décisions se font à l'unanimité. Donc, si on fait des reproches à Bruxelles, on fait des reproches à soi-même. Et donc, il faut une attitude très judicieuse quand on prend Bruxelles comme cible de ces critiques systématiques. Et l'expérience du Royaume-Uni prouve que cette approche-là, il y a beaucoup de vérité. Nos amis britanniques et le gouvernement britannique a critiqué pendant des années Bruxelles. Et maintenant, il doit faire campagne pour dire restez dans l'Union européenne, ça c'est la chose la plus importante sur laquelle vous devez prendre une décision. Ouais. Mais alors, ça devient difficile. Ça devient difficile. Donc, il faut une attitude cohérente. Hein. Il faut, pour convaincre les Européens, il faut aussi montrer des résultats en termes d'emploi, de croissance, des migrations contrôlées, d'inégalité et d'autres. J'ai parlé de Europe as a home. Hein. Ce n'est pas uniquement un discours. Bien sûr, les discours, ça aide, mais the end of the day, on doit montrer des résultats dans tous ces domaines. C'est c'est extrêmement important. Et il faut des objectifs. L'Europe peut être le leader mondial pour une nouvelle économie, une économie à faible contenu, intensité de carbone. C'est important pour nous, pour notre survie. C'est important pour le monde. C'est un grand projet. Il nous faut davantage de défense européenne. Il faut une Europe numérique où il y a des possibilités gigantesques dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la communication, dans le domaine des transports. On peut avoir pratiquement un nouveau modèle économique basé sur le numérique. On peut être un grand leader là-dedans. L'Europe doit jouer un rôle beaucoup plus important dans le monde pour des raisons que j'ai évoquées. Donc, il faut trouver de nouvelles pistes, de nouveaux objectifs
qui ne seront pas les objectifs des pères fondateurs. Il faut que nous y mettions. Bien sûr, on doit d'abord survivre. C'est pour ça qu'on a fait tellement d'efforts pour survivre à la crise de la zone euro et qu'on doit tout faire, on n'y est pas encore tout à fait, pour trouver, disons, des réponses à cette crise des réfugiés qui est sans précédent non seulement depuis des dizaines d'années, mais même depuis des siècles. L'Europe est entrée dans la vie quotidienne des gens. L'Europe n'est plus quelque chose de lointain. L'Europe n'est plus quelque chose qui relève du top-down. L'Europe s'est entrée dans la vie de tous les jours. Et elle est entrée dans la vie de tous les jours parce que si la monnaie est menacée, votre épargne est menacée, votre emploi est menacé, votre vie est menacée. Quand il y a une avalanche, quand il y a le terrorisme plutôt, et quand il y a cette migration massive, eh bien, on se sent menacé, pour ainsi dire. Et donc, on est entré dans la vie quotidienne des gens. L'Europe n'est pas un rêve lointain, il est entré dans la vie de tous les jours. Il est devenu adulte. L'idée européenne est devenue adulte, comme tout pouvoir politique. Il est détesté ou aimé. Il y a de l'affection et la désaffection. Donc c'est plus uniquement le win-win de temps en temps. Donc là, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de défendre malgré tout l'idée européenne. De défendre l'idée européenne. Et c'est pour ça que j'ai accepté, Enrico, de venir à Rome. Seulement les convaincus que je suis, que certains d'entre nous sommes, les convaincus doivent être convaincants, et j'espère l'avoir été cette dernière heure. Merci beaucoup. Merci Herman, ça a été passionnant et je pense que on va réfléchir beaucoup sur les 7 points, sur les évocations, les suggestions, les idées, la richesse de ce que tu as voulu partager avec nous. We have some more minutes. If you have any questions, if you have very short questions, please do it now. We have a micro there. You can do it in any language, Flemish also, if you want. Il est injuste d'affirmer que la fermeture des frontières du Brenner par les Autrichiens et la construction de barrières et de barbelés avec la mise en accusation des systèmes de Schengen pourrait encourager l'éclatement de l'Europe. Et encore, très même pour vous. Après les attentats de Bruxelles, plusieurs des analystes et des observateurs internationaux ont parlé du Belgique comme d'un pays échoué. Quelle est votre opinion? On met ensemble quelques questions. We put together some questions. Là, les 2 mains levées. On commence par la fille et puis on passe au garçon. La ragazza dietro e poi... Pronto. Bonjour, c'était un honneur d'être ici et de pouvoir participer à cette conférence. Et donc, j'avais 2 questions, mais je commence par la première en fait, qui c'est à propos de la défense européenne, surtout quand on parle des problèmes de contre-terrorisme et de contre-extrémisation de l'islam qu'on a vu pendant les attentats à Paris et après à Bruxelles. Et je voudrais savoir en fait s'il y a aussi un rôle de l'OTAN
parmi cette mesure de contre-terrorisme. La deuxième, c'est lié à cette question-là du problème de la radicalisation de l'islam en Belgique. Je profite de votre identité belge pour savoir si, à votre avis, il y a effectivement des problèmes d'intégration et de cohésion sociale qui sont à la base de la radicalisation en Belgique. Merci. Troisième question là. Oui. Bonjour, je vous remercie moi aussi pour être venu. Très intéressant la conférence. Je voulais vous demander quelles sont, s'il y a les mesures politiques que l'Europe peut actuer contre la construction de nouveaux murs en Europe. Merci. Alors, les questions sont, je pense, assez intéressantes, comme tu vois, sans langue de bois. Et on est intéressé à savoir ce que tu en penses. Tu as été Premier ministre de la Belgique, et donc la question sur la Belgique, je t'avoue que c'est une des questions qui chacun d'entre nous s'est interrogé sur ce qui s'est passé, sur la difficulté à protéger les citoyens, la difficulté à une réaction réellement effective, efficace contre les terroristes. Et ce qui se passe à Molenbeek, naturellement, est un autre aspect. Donc, ton point de vue, là, est réellement très intéressant pour nous. Merci. D'abord... Peut-être, si tu veux, on peut faire en anglais là. Ah oui, d'accord. No on... problem. So, I know that in some parts of the international press, Belgium is portrayed as a so-called failed state. I know what it is, a failed state. I can give you the list. But of course, there's nothing to do with it. I was Prime Minister, as Enrico said. When I was Prime Minister, just not to remind you because you aren't aware, but to tell you that I had no close protection. No close protection at all. I took the metro, I took the train. You could enter my house via the kitchen or the front door. No problem. No problem. We are a very, very quiet and safe country. Safe country. For a failed state, it's not bad. Huh? Don't have the idea that Belgium is a very dangerous country. Not at all. We have our problems, and we know that in some communes and in some neighborhoods there was a danger of extremism and of radicalization. Of course, we have, as I said, to draw all the lessons from this crisis, as the French has to draw all the lessons, and the Americans had to do this after the attacks of 9/11, where 3,000 people were killed. When you have this kind of situation, and we are ready to do so. We are ready to do so. So it's strengthening our intelligence, strengthening and even better coordinating our police services, better coordinating with other countries. We are cooperating with the Americans and with the French very closely, but apparently it was not enough to prevent those terrible attacks. So we know that we have problems, but we are not the only ones who have those problems, and we are with the government and the parliament trying to find solutions so that, again, this will not happen again in the future. But I want to stress that we had attacks in London, we had attacks in Madrid, we had attacks in New York, we had attacks on the Pentagon in Washington, We had also attacks, of course, and terrible attacks in Brussels. But don't take Brussels or Belgium out of this picture and say, oh, we are the only ones who have failed, so to speak. I know I use the word failed in adequately tackling those problems. Of course, the radicalization is a very complex issue. It has to do with social factors, but not only with social factors. But it has to do with it. It's also a modern phenomenon in this sense
that radicalization is not taking place in the mosques most of the time, or almost not, but behind your screen. And so the modern media, what we call now social media, internet in general, played a big role. Young people looking for an identity, and that is a very vague concept, an identity. Looking for something that's for self-respect. They are searching at the internet to find so-called solutions. That I can understand. That young people, and you happen to be a Muslim for this, are looking for an identity and a meaning in life. What I can't understand is that the meaning of life is killing other people. That I can't understand. And the vast majority of Muslim people can't understand this. Can't understand this. And not only agreeing it, they are as afraid in Brussels as we are. So this is a modern phenomenon, and of course we have to put into practice all the methods we have and all the techniques we have when there are clear signals that some young girls and boys are radicalizing, that we react properly in the schools, also in the neighborhood, so that we can act in time, so to speak. But this is a very complex phenomenon, and it's not only to do with social elements or discrimination. It has to do also with that, but there are also a lot of cultural elements playing a role in all this. Of course, on the Schengen zone, and I know how sensitive the issue of the Brenner is in Italy, but all over Europe, by the way, because how many millions of Europeans cross the Brenner? Not only tourists, but also, let's say, transport firms, and it is a matter. It is important for the economy. It is important for tourism. It is important also for the rules we have in the European Union. Because the ideal situation is that we can stem the inflow of irregular migrants, also those who are coming not via Turkey, but now via Libya and Northern Africa. If we can stem this, then the problem even of the Brenner is less urgent. I said also to Enrico, and I will not enter into the details because I'm not in charge anymore. And I'm happy that I'm not in charge anymore. But this kind of crisis, imagine that this happens without the European Union. In any case, the refugee crisis would have taken place. In any case. The war in Syria is independent from how Europe is organized. And imagine that you have these movements on the European soil. I'm not speaking specifically on the Brenner, but also on other gates and other frontier lines. It could end in war. It could end in war. Thanks to the European Union, we try to solve, and we will solve these problems peacefully. But again, here, and that we saw from the beginning of the crisis, the solution is not a national solution. The Balkan route was not a solution. The EU-Turkey deal is part of a solution, but not the ultimate solution. And what is happening now at the Italian-Austrian border is, of course, the best way not to find a European solution, because we are transferring the problem from one country to another country. It is what we called in the 30s the beggar my neighbor policy, but it was the policy that was practiced, let's say, in the economic field. Now it's with human beings. It makes things even more delicate and more sensitive.
So I hope that we, in the upcoming weeks, at the European level, we can prevent major clashes between member states. But the best solution is, of course, if we can stem the inflow of migrants, then there is no fear anymore, and there is no need anymore to close borders, to close routes. I am fully aware that I'm not giving you the best possible answer, but only rejecting will not be sufficient. We have to find also ways how that we organize, and I fully agree with former Prime Minister Enrico Letta told in the beginning. We need just more solidarity. We need more solidarity. And if people are coming to Italy, then if we can agree on a relocation, as we agreed in September, then the situation would be completely different, also at the Brenner. Without solidarity, you have that kind of solutions, you have that kind of actions. The only ultimate answer is a European solution, and a solution based on solidarity. And then we can speak. But in the meantime, I hope that we can, on this very precise point, we can avoid major clashes between member states. So there's a responsibility for the leadership of the European Union to do their utmost to prevent all this. On the European defense, the fight against terrorism is not a military issue. I would even say it's nothing to do with defense. Of course, it is a war, so to speak, but it's not an outright war from one country against another country. It is as it is a war. With the methods of war, because they are using war weapons and so on, and we have to use, from our side, unusual methods to combat them and to destroy them. But there's not a war in the legal sense, because that is between countries. So there is no role for NATO, there is no role for a European army in this. There is much more a role for police, intelligence services to tackle the problem. And here also, the answer is not less Europe. The answer is more Europe, more coordination, more integration of a lot of services. The time is over that intelligence services are, let's say, a symbol of sovereignty. Of course, I come from a small country. We have not that sense of sovereignty when all this is at stake. We know that we are completely dependent from information we can get from others. We have to gather our own information, but we are highly dependent from information coming from France, even from the United States, from the Netherlands, and we have to work even more closely together as we did in the past. Here also, the answer is not less Europe. The answer is more cooperation and more integration, but here at the level of police and at the level of intelligence services, not at the level of our armies. I have to thank you on behalf of the group of the students, the school, and don't feel it as a trap. But our big mission for next year and for the next years is to transform this school in a European school. We are looking for relationships with European, French, Belgium, German, Spanish partners, because we would like to transform this school in a European school. So don't feel it as a trap, but we would like to have you in the future too. It would be for us a privilege, and of course, if you are able to help us, it would be great for us. I think it would be great also for Europe. Thank you very much.
Adesso proviamo a fare una foto tutti insieme, se ci riusciamo, che sarebbe una bella cosa. We take a photo. Venite tutti qui, su questo lato, proviamo i più alti davanti, i più bassi dietro, Emma, Chiara, quindi Emma dietro.